Il y a près de 20 ans, le crash du Concorde sur un hôtel dans le Val d'Oise tuait 113 personnes. L'une des rescapées, la propriétaire de l'établissement, nous a reçus chez elle. Elle vit désormais en Nouvelle-Calédonie et n'a jamais oublié cet avion de légende qui, en 24 ans, s'était taillé la réputation d'être le plus sûr du monde. Le reportage de Marine Révaillac, Melchior Inzi et Pauline Bensassi. On le surnommait l'oiseau blanc. On est sur un avion qui est extraordinaire, qui est révolutionnaire, qui est le seul avion civil qui est capable de faire du vol au-delà de la vitesse du son. C'était un avion mythique, il était beau, il représentait la vitesse, il représentait la France. Tout le monde connaissait le Concorde. Et puis, il y a eu ce drame absolu. Un drame qui s'est noué en 1 minute et 28 secondes. Ce 25 juillet 2000, l'embarquement pour le vol Air France 4990 à destination de New York démarre à 15h30, 1 heure plus tard que prévu. À bord, montent 100 passagers, allemands pour la plupart, et 9 membres de l'équipage, tous français. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici votre commandant qui vous souhaite la bienvenue à bord de Concorde et prie d'excuser pour ce retard. À 16h34, l'appareil se rend sur la piste 26 de Roissy-Charles de Gaulle. Avant lui, décolle un 747 d'Air France et un DC-10 de la compagnie américaine Continental Airlines. 8 minutes plus tard, à 16h42, le Concorde entame son décollage. En 9 secondes, il atteint les 185 km/h. C'est alors le début d'une inimaginable réaction en chaîne. Et la roue va éclater, elle va se décomposer et il y a un morceau qui fait plus de 4 kilos qui va être projeté. Il va partir à quelques 300 km/h, percuter le dessous de l'aile à l'intérieur duquel il y a le réservoir. Sous la pression, le réservoir se fissure au niveau de l'arrière. Et le carburant va couler à flot, mettant comme un chalumeau le feu derrière, cette fameuse flamme qui faisait plus de 60-80 mètres de long. Mais dans la cabine, si les pilotes ont bien senti un choc, ils n'ont pas encore remarqué l'incendie. L'information leur parvient par radio. Le contrôleur de Charles de Gaulle leur dit « Vous avez une grande flamme derrière, Concorde, vous avez une grande flamme derrière ». C'est comme ça qu'ils l'apprennent. Et alors, impossible de freiner. L'avion a déjà passé le fameux point V1, également appelé point de non-retour. Ils sont déjà à une vitesse à laquelle ils doivent décoller parce qu'un avion, s'il a déjà dépassé une certaine vitesse, il n'a plus forcément la place pour freiner devant lui. Le Concorde s'envole malgré 2 moteurs hors d'usage. Et là, nouveau problème. Les pilotes ne peuvent plus rentrer le train d'atterrissage alors qu'ils ont besoin de planer. Et quand on veut planer, on essaye de rentrer un maximum de tout ce qui peut nous freiner, dont les trains d'atterrissage. Ça, à un moment donné, ça ne passe plus. Les pilotes tentent pourtant une dernière mesure, désespérés. L'avion n'a pas assez de puissance pour revenir se poser à Charles de Gaulle, alors il vise l'aéroport du Bourget, à 5 km de là. Au même instant, Michel Fricheteau, 46 ans à l'époque, n'a aucune idée de ce qui se joue au-dessus de sa tête. Je suis derrière là. Propriétaire d'un hôtel à Gonesse, le Concorde fait partie des attractions de son établissement. Tous les soirs, on entendait le Concorde passer à 5 heures et tout le monde courait pour aller le voir, puisqu'en plus il battait assez bas. Avec ses salariés, elle prépare l'arrivée de nouveaux clients prévus 1 heure plus tard. Elle tend alors l'oreille et regarde sa montre. 16h44, là, j'ai commencé à dire ah, ça fait un drôle de bruit quand même, le Concorde, tu trouves pas? Puis en plus, c'est pas normal là, sur là. Qu'est-ce qui se passe 88 secondes après son décollage, le Concorde s'écrase sur l'hôtel de Michel Fricheteau. Toute notre belle salle, tout ce qu'il y avait autour, ça s'est mis à voler en éclats. Il y a eu de la fumée, je ne savais pas ce qui se passait. Je n'ai pas fait le lien entre le Concorde et ce qui se passait dans l'hôtel. À la force de l'impact s'ajoute la fureur du feu. Les quelques 95 tonnes de carburant contenues dans l'avion s'enflamment. J'ai pris une lame de feu dans la figure. J'ai mes cheveux qui ont brûlé, j'ai mes bras qui ont brûlé, j'ai ma tête qui a brûlé. Et je me suis rendu compte de rien. C'est venu après, la douleur. Bien après. On a l'impression d'être à côté de soi-même. Et après, si vous voulez, c'est l'adrénaline qui vous fait avancer. Michel, brûlé au 2e et au 3e degré, parvient à sortir avec son jeune apprenti et la seule cliente présente à l'hôtel au moment du crash. Je n'ai pas compris. Il y avait déjà eu secours partout. Et pour moi, dans ma tête, il s'était passé quoi? 3 minutes, 4 minutes?
Mais il y avait des secours partout. Immédiatement, pompiers, gendarmes et secouristes réalisent qu'à bord du Concorde, personne n'a survécu. 4 femmes âgées de 18 à 41 ans, employées de l'hôtel, ont aussi été tuées. 113 morts, dus selon le bureau d'enquête et d'analyse à un tout petit bout de métal tombé sur la piste de décollage. C'est un avion d'une compagnie aérienne américaine qui perd une lamelle qui fait une 50aine de centimètres de long. Et donc ce métal excessivement rigide va se retrouver sur la piste. Et quand le Concorde va s'élancer, il va rouler dessus et là ça va abîmer son pneu. Le DC-10 de Continental Airlines, celui qui s'est envolé 5 minutes avant le Concorde, serait donc la cause du crash. Une théorie contestée par la compagnie américaine. S'engage alors une bataille judiciaire qui va durer 12 ans et qui s'achève au pénal en appel par la relaxe de tous les accusés, dont le technicien qui avait mal fixé la lamelle. Est-ce que c'est la lamelle ou est-ce que c'est le pneu? La plupart des gens sont maintenant persuadés que c'est la lamelle. C'est pas si évident que ça, hein. Les êtres humains ont une ressource terrible pour pouvoir se sortir de tout ça. Le crash du 25 juillet 2000 a signé l'arrêt prématuré du Concorde. Ce mythe, aux pneus fragiles, s'est posé pour la dernière fois en 2003, sous les applaudissements.